C'est à toutes et à tous, mes frères et sœurs, l'Empereur, le guide qui vous parlait aujourd'hui. Nouveau podcast au sein de la chaîne YouTube, le Podcast, et nouvel épisode de notre podcast dédié au sport de combat en général et le MMA également. On va parler de l'UFC 323. It's time. 324. 300, j'ai dit combien? 323. Aïe, 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 aïe. Ah ouais. Aïe, aïe, Non, mais il y a eu 6 semaines de pause, ça l'a perdu. On l'a C'était perdu. pour savoir si vous suivez, les amis, bien évidemment. Avec mon très cher ami le Viking. Il faut parler, tu sais, c'est un podcast, tu sais. Ah oui, merde. Ben, je suis présent. Voilà, il est présent, il a répondu à l'appel. Voilà. Et le retour, l'agent Romain. Lui aussi a oublié de parler. Toujours ma petite célébration, les gars. Toujours sa petite célébration. Always. Aujourd'hui, bien évidemment, on va parler de l'UFC 324 qui a eu lieu ce week-end au moment où on vous parle. Ouais. Le retour des combats, enfin des shows UFC, c'est le premier show UFC de l'année 2026. C'est ça. Et on n'oublie pas que le 16 juin, le haut niveau du divertissement sera là, le UFC White House. Et justement, on commence cette année 2026 avec l'UFC 324. Alors déjà, petit avis en général sur ce retour de l'UFC cette année, pour ce premier show en 2026. Petit avis général sans parler des combats, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dans le groupe, j'avais vu dans le message, dans le groupe, vous étiez un peu sur votre faim. Ouais. En gros, parce que c'est un nouveau départ pour l'UFC, parce que maintenant, ils sont diffusés par Paramount+. Et pour un premier événement, je trouve que c'était mi-figue, mi-raisin, tu vois. Genre, c'était pas l'événement. Il y avait des choses sympas à regarder, mais bon, sans plus, quoi. Il faut dire la différence entre l'époque où l'UFC était en PPV, enfin pay-per-view, et maintenant l'UFC qui est en PLE, Premium Live Event. En gros, un Premium Live Event, tu payes un abonnement par mois et tu as accès aux shows précédents l'UFC et aux shows en direct. Alors que le pay-per-view à l'ancienne, tu payais le show littéralement pour assister justement à la. Oui, là, c'est mieux. Parce que l'abonnement, je crois qu'il est à $79 avec Paramount+, et tu as tous les événements numérotés et tous les Fight Night. Ouais. Donc, ce qui fait que pour le prix d'un PLE, avant, là, tu as vraiment le prix de toute l'année à Ouais, l'UFC. Ça va ramener beaucoup plus de monde. Ça tu vois Il me semble que les pay-per-view avant c'était d'ordre de minimum $80. Ouais, donc c'était en ça, fait, $80 c'est carrément plus un rentable show. par show. Ouais. Alors que maintenant, c'est $80, mais tu as tous les shows. C'est ça. Là, je pense que c'est honnêtement dû le fait que TKO, encore une fois, gère l'UFC et la WWE. Je pense que l'UFC s'inspire beaucoup du business model de la WWE qui fait des abonnements depuis 2014 maintenant. Ouais. Ils ont vu que ça a bien marché. Là, je pense qu'ils font la même chose maintenant, l'UFC. Donc, toi, tu as dit que tu mi-figue, mi-raisin pour ce show. Ouais, c'était pas. C'était un show moyen, tu vois. Genre, moyen. Il y a eu des combats annulés, il y a eu des. Il y a eu des pesées ratées. Oui, il y a avec des un mec il y a eu à pas moitié mal- mort. Ouais. Ouais, voilà, ça, on va pouvoir en Tu parler vois, juste après. Donc ouais. Non, franchement, c'était très moyen pour moi. Moi, de mon ressenti. Et vous, mon très cher agent? Bah, je partage un peu le même avis qu'Hamza. On s'attendait, je pense, à quelque chose d'un peu plus qualitatif. Après, bon, les combats, on peut jamais savoir à l'avance comment est-ce qu'ils vont se profiler, mais c'est vrai qu'il y a eu un total de 3 ou 4 annulations de combats, ce qui est quand même énorme. Dont un avec celui qui a raté la pesée, dont j'ai oublié le nom, mais un qui a été annulé, donc c'était le vendredi matin. Lui qui a fait le malaise. Ouais. Ouais, j'ai c'était Smooterman. Ouais. Alors, Contre, c'est Cameron Smotherman, ouais, exactement. Smooterman Voilà, contre exactement. Ricky Churchill, oui. Voilà, mais ça exactement. fait froid dans le dos, comment il tombe. Hein. Ouais, et puis. Apparemment, c'est pas le cutting. Hein. C'est quoi, Apparemment. il a dit. Qu'est-ce que- Ils n'ont pas donné les Non, détails. mais je pense qu'en termes de communication, ils ont tout intérêt à dire que ce n'est pas à cause du coaching, parce que le coaching, ils savent très bien que c'est Le combattant même a dit non, c'est pas le coaching. Parce qu'apparemment, selon lui, encore une fois, ça s'est très bien passé. Apparemment, c'est une cause extérieure. Donc, on va pas se lancer dans des théories hasardeuses. Mais voilà. J'allais faire une théorie du complot, je ne vais pas la dire alors. Ah, ben vas-y. C'est quoi, je vais la dire. En gros, moi je pense, puisque le mec il est à 2 défaites et 1 victoire à l'UFC. S'il allait sur une 3e défaite, je pense que c'était fini, le contrat était annulé. Je pense que le mec il tombe, ça allait le voir dans le vestiaire. Bon, on a réfléchi. Si on te vire maintenant, on va nous traiter de chien. Donc, on va pas te virer, on va te garder, mais par contre, tu dis pas que c'est le coaching. Parce que si tu dis que c'est le coaching, c'est fini. Connaissant Dana Blanc. Je pense que Dana Blanc, il est capable. Il est pas tout blanc, hein, Dana Blanc, pour faire le jeu de mots. Je pense qu'il est capable. Dana White, ouais. Avoue, t'aimes bien cette théorie, bâtard. Avoue, t'aimes bien. Je peux pas le prouver, mais. Mais- Voilà, pour revenir, donc tu disais, mon très cher Ouais, Romain. non, sportivement, il y a eu des bons combats, on y reviendra plus tard, notamment Ouais. pour moi le main event qui sauve quand même
la carte, hein, même si bon, l'aspect technique est peut-être un peu à revoir, mais il est c'était passé très à la trappe. divertissant. Au final, c'est ce qu'on veut. Et puis même l'UFC, je pense que c'est ce qu'ils vont chercher à attirer avec ce nouveau contrat Paramount. Tu vois, c'est des mecs qui sont pas forcément un public qui est pas forcément aguerri au MMA. Pas forcément des aficionados. Et pour le coup, tu regardes, t'as jamais regardé de MMA de ta vie. Le premier combat que tu regardes, c'est le Pinblade Geji qu'on a eu ce week-end. T'en as pour ton argent, hein. Tu te dis, l'abonnement il est pas mal finalement. C'est bien la bagarre en vrai, c'est pas mal. Oui. Mais par contre, c'est vrai que je m'attendais quand même à du renouveau en matière de communication, d'image, etc. C'était la même DA finalement. Ouais, c'était la même DA. On a vu pourtant des images de pas mal de face-à-face, etc. qui avaient été organisées par Paramount avec les grosses caméras, je sais pas comment, j'ai pas les termes techniques. 360 là, ouais. Les espèces de caméras 360 qui, je pense, sont utilisées notamment au cinéma. Ouais. Les images, elles n'ont pas été plus exploitées que ça, j'ai l'impression. En gros, ils font des face-à-face, tu vois, avec des lumières bien posées. En fait, je trouve que l'UFC, ils veulent trop être dans le côté divertissement, mais ils oublient que c'est pas un sport divertissement, l'UFC. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que toute cette envie de logistique, d'amener ce côté cinématographique, ce côté spectacle, je pense qu'on n'en a pas besoin, surtout dans un milieu comme les sports de combat, où le spectacle est généré par les combattants eux-mêmes. Ouais, moi je suis pas forcément d'accord avec toi. Il n'y a pas de souci. Je pense que c'est l'inverse, parce que justement, dans un sport aussi peu accessible, tant de par sa pratique que de par sa consommation, t'es obligé d'amener une touche de divertissement pour te le crédibiliser. T'es obligé. Et c'est, je pense, notamment une des raisons, en plus de facteurs peut-être un peu plus sociaux, etc., qui font qu'aujourd'hui le MMA en France est pas aussi accepté que par exemple aux États-Unis, etc. C'est pas pour dire que c'est mieux ailleurs, mais je pense que c'est ça aussi. Il manque vraiment cette touche-là. C'est pas qu'il la manque, mais sans cette touche-là de divertissement, je pense que t'as pas autant de public. Tu ne ramènes pas autant de public. Voilà, tu ramènes pas un truc tout con, mais tu ramènes pas autant d'influenceurs, tu ramènes pas autant de sponsors, etc. Donc moi je pense que si, ils ont tout intérêt à rendre le truc divertissant. Et je m'attendais, c'est vrai, à une qualité un peu supérieure avec Paramount, que j'ai personnellement pas forcément retrouvé en regardant le show. Franchement, j'ai pas vu grand changement, très sincèrement. Tu sais, là, ils ont peut-être voulu faire comme Netflix avec la WWE. On pensait que ça allait avoir un gros changement, finalement pas du tout. En fait, c'est juste le diffuseur. En fait, la seule chose qui est c'est bien, le diffuseur, quoi. Voilà, c'est que ça le rendra plus accessible aux gens, de par le fait que ça sera moins cher, tu vois, à regarder. Donc je pense que c'est surtout ça. Et je pense que tu auras quelques acteurs de la Paramount qui pourraient être là plus souvent. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'après, en termes au bord de la cage, il y a eu pas mal de beau monde. Ils vont faire pareil. Ils vont faire comme Netflix avec le bleu. Tu vas voir, c'est pareil parce que à chaque show, toutes les semaines, de toute façon, on le regarde, toi et moi, il y a plein d'acteurs, il y a plein de combattants maintenant, plein de célébrités qui sont là. Bizarrement, à l'époque, ils n'étaient pas. Ouais. Donc voilà, à part les passionnés, bien sûr. Il y a un truc sur lequel l'UFC est quand même bon. Je vous parle d'un œil un peu marketing, activation de partenariat, etc. Parce que, comme j'ai pu le dire dans le podcast précédent, c'est aussi sur ça que je travaille. Mais c'est justement sur cette partie-là, activation de partenariat, que je trouve que l'UFC est quand même très bon. Je pense par exemple au partenariat qu'ils ont pu faire avec Meta. En fait, ça peut paraître tout con, mais foutre les lunettes Meta aux combattants pendant les face-offs, pendant leur entrée, en fait, c'est génial pour l'expérience. Pas l'expérience client, mais pour l'expérience du spectateur. J'imagine en plus que les combattants ils perçoivent un petit billet pour mettre un produit en avant comme ça. Je pense que aussi. C'est top. Ce qu'ils font avec Venom. Ça, tu vois, je suis pas totalement. Je pense parce que regarde, ils ont pas tous les lunettes. Moi, je pense que ceux qui acceptent, c'est ceux qui reçoivent un billet. Tu sais, c'est comme avec la canette Monster à la fin. En gros, il y a une ligne dans les contrats du UFC. À chaque fois que tu prends la canette Monster. En fin de combat, là, quand l'arbitre donne sa décision, enfin annonce la décision, tu prends un billet en plus. C'est comme ils avaient fait une fois un partenariat avec The Rock et il avait sorti ses chaussures Under Armour. Aucun combattant n'a été payé. Aucun pour faire la promotion. Aucun. C'est pour ça que je te dis, donc c'est pas. Je sais que pour le Monster, c'est ça. Pour la canette Monster, c'est ça. Peut-être même, tu vois, pour Venom, tout le merchandising qu'ils arrivent à faire autour, moi je trouve que c'est fort. C'est très bien pensé. Et d'ailleurs, tu vois que de plus en plus d'organisations s'en inspirent. Tu vois par exemple Top Rank en boxe, qui avant leur partenariat, alors là ça relève plus de Venom que de l'UFC en elle-même, mais qui avant le partenariat avec Venom n'avaient pas leur propre merchandising. J'avais écouté une interview de Jérôme Porrud qui organise l'Hexagone MMA, qui vont pareil sortir le merchandising de l'organisation. Je pense que c'est directement inspiré de l'UFC, en ça ils sont très bons.
J'ai vu là aussi que pour cet événement, ils avaient passé un partenariat avec un fast-food. Et tu vois, l'activation du partenariat, c'était qu'ils allaient voir chaque gagnant des combats de la main card en leur donnant un sachet avec un burger, des frites et tout. C'est con. En fait, tu vois, c'est con, mais je trouve que là-dessus, sur l'aspect marketing, etc., ils sont vraiment très très bons. Pour parler de ces trucs-là de burger, en plus, ils filmaient la réaction vraiment en instantané des combattants qui venaient de sortir de l'octogone. Surtout qu'en plus, ils sortent de l'octogone, ils sortent d'un camp d'entraînement où ils ont dû perdre beaucoup de poids. Donc, tu vois, c'est malin ce qu'ils font. C'est smart, c'est très malin. C'est pour ça que je suis encore déçu. C'est un bien grand mot, mais je m'attendais quand même à quelque chose de plus grand pour cette première avec Paramount. Tu vois. Déjà, première chose qu'on peut dire avant d'aller vers les débriefs de certains combats, on a justement l'augmentation des performances de la soirée qui passe de 50 000 à 100 000 $. Ouais, c'est permanent. Et bien évidemment, des bonus supplémentaires en cas de KO de soumission qui sont aux valeurs de 25 000 $. Ouais, un bonus de finish. Pour moi, là, c'est littéralement pour dire... Alors, peut-être des gens un peu naïfs vont se dire « Ah, ça y est, on se focalise sur les combattants. » Non, pas du tout. C'est juste pour permettre... amener encore plus de divertissement, encore plus de spectacle. Bien sûr. Moi c'est comme ça que je l'ai perçu. Après, chacun il va avoir sa lecture de la chose, mais moi, comme je te l'ai dit, moi, c'est plus, genre en mode foutez-vous encore plus sur la gueule, comme ça, on aura encore plus de spectacles. Et tu vois, genre, pour eux, c'est pas grand-chose, 25 000 $, c'est pas grand-chose pour l'UFC. Avec ce que tu génères dans le monde de l'UFC, bien évidemment que non. C'est pas grand-chose. Hein. Mais par contre, pour un combattant, 25 000 $, ça saute très vite. Tu vois, genre, entre les frais d'hôpitaux... surtout maintenant s'ils prennent plus de risques pour tu vois, genre, donc il y a potentiellement plus de blessures, plus de frais, genre les frais de déplacement, on va revenir à chaque fois à ça, tu payes ta salle, tu payes beaucoup de choses, donc finalement sur les 25K et donc là maintenant un petit débat avec vous, ils ont désigné comme combat de la soirée Justin Gaethje contre Paddy Pimblett. Il y a pas de débat à avoir, c'est évident. Par contre là c'est là où je me demande, c'est la performance de la soirée justement. Ils essayent de faire en sorte que ce soit pas les mêmes combattants que combat de la soirée pour faire genre. Les gars, juste, excusez-moi, si je peux revenir sur le point d'avant, sur les bonus, etc. C'est pas 25 000 $, hein, c'est 100 000 $. Non, 25 000 $ pour les finishes. Les finishes avant, c'était 50. Non, genre, les bonus avant, c'était soit combat de la soirée ou alors la performance de la soirée. C'était 50 000. Maintenant c'est 100 000. Ces deux-là passent à 100 000 $. Okay. Et ils ont rajouté un nouveau bonus de 25 000 $. Ah oui, quand tu finis, excusez-moi. Quel que soit le truc. Vous avez raison. Autant pour moi. Dommage qu'il n'y a pas de régie parce que j'aurais demandé de le Excusez-moi. J'étais distrait, les gars. Et donc, justement, performance de la soirée, c'est Josh Okit et Ty Miller. Je sais pas si on dit Ty, mais je vais pas dire Chi. Hein. Ty Miller, c'est mérité parce que c'est le tout premier combat des early prélims. Et franchement, combat de la soirée, tu m'as dit. Non, performance de la soirée. Parce que c'était un combat qui était engagé, tu vois, genre pour avoir vu les highlights, tu vois, genre c'était. Je vais vraiment élargir le trait, mais c'était un combat de chien finalement. Genre vraiment, comme ils aiment bien appeler, un dogfight. Tu vois, genre vraiment, c'était ça pour moi. Aujourd'hui, un combat de coq, mais bon, ça dépend. Alors, par contre, là, par manque de temps, je sais que Romain est un peu pressé par le temps. On va se focaliser uniquement sur la carte principale, malheureusement, aujourd'hui. Et Oumar qui est en Allez, on peut parler. Allez, on va parler d'Oumar Nurmagomedov qui a battu Deiveson Figueiredo par décision unanime, 3 rounds, 5 minutes. Simple, clair, net et précis. 30-27. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont tombés sur Oumar. Parce que moi, j'ai regardé le combat à 2h30 du matin, oui. Tu es un fidèle. Oui. Et en gros. Dana White devrait te payer. Hein, genre, c'est pas grave. Le jour où il me paye, on en est loin. Hein. Tu es fou, là. Toutes les critiques que tu as dit sur lui, c'est caduque. Dana Blanc, c'est un bon gars. Dana Blanc, il est tout blanc, bien sûr. Mais ouais, pour le combat, il y a beaucoup de gens qui sont tombés sur Oumar en disant qu'en gros, il est ennuyant. Alors, je peux comprendre que c'est pas le style le plus excitant à regarder, le plus regardable. J'entends totalement. Mais arrivé à un certain niveau, tu peux pas juste te contenter de venir dire ouais, je vais arracher la tête du mec, machin chouette. Non, il y a une dimension tactique qui rentre en compte. Et là vraiment, c'était très tactique. Il a bien géré son combat. Il a annulé la Deiveson. Même, j'ai l'impression que Deiveson, des fois, quand je le voyais, je lui demandais qu'est-ce qu'il foutait là. À croire lui-même, il savait même pas ce qu'il faisait là. Il cherchait juste à arracher la tête d'Oumar sur une droite. Tu vois, genre, il n'y avait pas même d'ajustement pendant le combat. Paradoxal pour quelqu'un qui vient du jiu-jitsu. Tu vois, c'est paradoxal. Donc, Oumar qui a très bien géré le combat avec ses kicks, la distance, tu vois. Donc, moi, je vois pas pourquoi on dirait, ouais,
Oumar, cuttez-le, ça y est, il est trop chiant à regarder. Non, moi, j'ai bien aimé. Mon très cher Romain, tu as un truc à dire Ouais, sur bah, ce match Enfin, ce combat, pardon. Sur ce combat-là, c'est vrai qu'il y a des combats qui vont à la décision. On a parlé par exemple du combat de Yann et Merab la dernière fois. Ouais. C'est un combat qui va à la décision, mais c'est un combat qui est plaisant à regarder parce qu'il y a un panel technique, il y a beaucoup de tactique même. pendant le combat, il y a tout un volet tactique aussi qui est cool. Sur ce combat-là, moi personnellement, le combat je l'ai trouvé décevant, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Je m'explique. Figueiredo, franchement, bon, il y a la pesée ratée, ça après, voilà, c'est comme ça. Ouais, de 3 livres, il le rate. Ça arrive, mais c'est vraiment le combat. Enfin, tu te demandes si le mec a envie d'être là, tu vois. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai eue en regardant le combat, c'est de se dire putain, voilà, on sait qu'il est sur la fin de carrière, il est sûrement là pour prendre un dernier billet, donc on le comprend. Il n'aura pas la performance de la soirée, il n'aura pas les 100 000 en plus. Hein. Et tu vois, ce qui rend le combat aussi frustrant pour Ousmane, c'est que franchement, il y avait la place de le finir. Ah, je suis pas d'accord. Devson Figueiredo, c'est très compliqué à terminer. Surtout en 3 rounds comme ça. Ouais. Non, moi, je trouve que c'est dur. Moi, Oumar, qui s'est pas précipité, qu'il ait fait son combat, qu'il est resté dans son game plan, c'est ce qu'il fallait faire. Quitte à sacrifier un finish. Parce que, comme je t'ai dit encore une fois, là, c'est des places pour un combat pour le titre. Ouais, genre, tu peux pas te permettre d'aller comme ça, de prendre des risques inconsidérés. Donc, pour moi, qu'il ait tenu la stratégie, qu'il en soit resté au game plan, ça montre aussi qu'il est intelligent, tu vois. Donc, ouais, aussi. Mais c'est vrai que tu vois, on lui reproche souvent ce manque de finish sur ce dernier combat, surtout. Selon moi, c'était le combat qu'il fallait terminer. Et je pense que ça aura aussi une incidence derrière pour un potentiel title shot. À mon avis, je suis d'accord. S'il avait terminé, à mon avis, ça aurait été le prochain. Oui. Non, parce que j'allais dire trilogie Merab. Non, mais il serait mieux positionné. Mais encore une fois, tu arrives à un niveau où l'adversité est telle que rechercher des finishes, c'est beaucoup plus compliqué que combattre des gens qui sont hors top 15 et compagnie, tu vois. Donc, qu'on lui tombe dessus, je trouve que c'est dur quand même. Bon, maintenant, on va sur la carte principale. Voilà. Go. Donc, on va faire un par un. Après, on ira sur le gros match. Enfin, le main event. Entre guillemets, les 2 gros matchs. Hein. Sean O'Malley, Sang Yadong et Justin Gaethje contre Paddy Pimblett. Mais on commence d'abord par les 3 autres. Poids plume, Jean Silva qui bat Arnold Allen, décision unanime. Bah écoute. C'est là où il va y avoir un peu de débat, tu vois. Parce que... Selon moi, c'est une. C'est très serré au niveau des décisions. Selon moi, Silva le prend. Ce qui est sévère, c'est le 30-27. Ouais, parce qu'en gros, il y a toujours 3 juges qui scorent. Tu vois, il y a toujours 3 juges. Et à la fin d'un round, tu donnes 10 points à l'un et 9 à l'autre. Et c'est vraiment, tu lui donnes 8 points s'il se fait molester dans le round. Tu vois, donc là, il y a un juge qui a donné 3 rounds à 0 à Jean Silva. Je sais pas ce qu'il a regardé pendant le combat, mais tout le monde est unanime pour dire ça. Tu vois, genre, y a tous les juges ont donné. Tu donnes 2 rounds à l'un et 1 à l'autre. Tu vois, parce que c'était un combat qui était très serré. Mais de là, donner 3 rounds à Jean Silva, moi, je te mens pas. Ma petite théorie, c'est que il s'est fait un peu... Comment je peux dire ça ? Dana White privilège. Ah, je dirais pas Dana White privilège, mais le juge... si un jour on l'a dans un futur... mais le juge, il s'est laissé un peu aussi influencer par la hype Jean Silva, Fighting Nerd. Tu vois, genre... il a pas pris assez de recul et le fait de se dire, ah oui, c'est vrai qu'il peut perdre des rounds. Et parce qu'il a perdu des rounds. Moi, sur ma scorecard à moi, je donne le combat à Arnold Allen. Mais qu'on me dise Jean Silva prend le combat, je trouve pas ça scandaleux. Au contraire, j'entends totalement. Maintenant, il faut voir aussi ce qu'il y a eu pendant le combat. Par exemple, Jean Silva qui fait le crétin. Pardon, je parle comme ça. Alors, on a déjà dit plus de grossièreté au sein du podcast. Je pense que la crétin, c'est pas grave. Hein. Non, mais j'essaie de rester poli, tu vois. Mais genre vraiment, en fait, j'ai du mal avec le personnage. Parce que pour moi, il joue un personnage. Il est pas comme ça dans la vie de tous les jours. Il joue la carte de l'autiste. Et moi, j'aime pas, tu vois. Genre, à la fin du combat, il reste quelques secondes. Il monte sur le dos d'Arnold Allen et il saute. Et quand on lui dit qu'est-ce que tu fais, il répond ouais, je farme de l'aura. Je te jure, j'ai du mal avec le personnage. Parce qu'en fait, ça te décrédibilise. Ça te décrédibilise toi et ça décrédibilise aussi le sport. Ouais, mais il déforme, là. Il forme pas, là. Ah, mais regarde l'image, je te jure, il lui monte sur le dos et il saute. Genre vraiment, c'est stupide ce qu'il fait. Ouais, moi je trouve que ça en est trop, je trouve, tu vois, c'est surjoué. C'est pas l'image du sport qu'on veut voir. Non, mais sans même parler d'image du sport, parce que les gars, ils sont obligés aussi de
de travailler sur leur image et tout ça. Lui, il a trouvé son truc. Il s'enfonce dans ce roleplay un peu autiste, etc. Moi, des fois, ça me fait exploser de rire. Il y a des fois, ça me met mal à l'aise. Quand le mec, tu le vois en sanglots, il en train pleure de devant la gueuler tout ceinture. Ouais, qu'il a même pas d'ailleurs, tu vois. Ouais, c'était quand Ça, on parlait tu as vu de shooting de Paramount et tout, ben il est passé devant la ceinture. Il colle sa tête face à la ceinture et il commence à pleurer, il fait des bruits bizarres. Je sais pas, pour moi, son roleplay autiste, non, j'accroche pas. Moi, je suis pas client. Moi, je suis contraire de toi. Je pense que je vais aimer, moi. Au contraire, je me dis, il est con. Hein, ouais, moi, je me disais ça au début. Ouais, mais en fait, c'est trop. En fait, il abuse. Il abuse. Ah Ok, ouais, d'accord. non, genre il abuse vraiment. Genre même pendant la conférence de presse, il dit à Dana White, augmente les bonus et tu verras 2 autistes se fracasser le crâne. Pourquoi pas? Tu vois, faut rappeler aussi que l'autisme, c'est une vraie maladie, tu vois. Genre, exactement. C'est pour ça que moi, j'ai du mal, parce qu'il joue sur quelque chose qui est réel. Tu vois, sur une vraie maladie, tu vois, dont certaines personnes souffrent. Donc, c'est pour ça que je te dis, j'ai du mal avec ce roleplay. On passe au prochain. Tu peux. Poids mouche féminin, on skip. Alors, poids lourd, Waldo. Alors, je rigole. Non, parce que je le dis d'avance, c'est pas parce que c'est féminin, que ces trucs. C'était une purge à regarder. C'était purge. Je dis les 2 actrices de cette purge. Ouais. Attends. Elles m'ont enlevé de l'espérance de vie. C'est pour ça, tu as perdu des cheveux. C'est pour ça. Natalia Silva qui bat Rose Namajunas. Namayunas. De grosse, respect. Je suis quelqu'un, voilà, j'aime bien faire ça, juste pour faire chier. Clair, net, précis. Skip. On skip. Ouais. Victor mérité, Skip. bravo, félicitations. Skip. Suivant. Poids lourd, Waldo Cortez Acosta qui bat Derek Lewis. Parti KO. Donc lui il va avoir une prime. Hein. Ouais, bah écoute, en combat, je trouve à l'image de la. Ah non, il va pas avoir de division. prime, pardon. Rien à voir. Mais si, il a eu le Si, finish. il a eu le finish. 25K. Non, mais je crois qu'en fait, pour être sûr, je vais juste revérifier les gars parce que Non, c'est Putain, on a 25K, pas fait il notre le prend. travail. Oui, non, mais c'est ça. J'ai vérifié, il prend 25K. Ok, c'est bon. Donc Tous, ça... tous ceux qui ont un finish Exactement. prennent 25K. Félicitations pour les 25 000. Non, Tous. mais je trouve que ça a été un combat à l'image de la catégorie des lourds à l'UFC, c'est-à-dire quand tu sors du top 3, top 5, c'est de la chaud merde. quand même. Quand tu sais que tu as des Désolé, mais catégories. c'est nul. Ou même hors top 15, tu te régales. Puis même Lewis, je comprends pas comment est-ce qu'il tombe le mec. Enfin, il se En met fait, par terre quoi. Il en avait marre. Tu vois que le coup, Il a le 40 rase ans, à peine. laisse-le, Il en avait c'est marre. bon. Non mais frérot, Derrick Lewis, voilà, je l'appelle comme ça. Lewis. Derrick Lewis, voilà. Derrick Lewis. Ça y est frère, c'est bon, faut raccrocher, tu as 40 ans. Tu as fait ta carrière. Non, mais Rigal, il peut te sauver une petite fight night en te mettant un KO ou... Si. Derek Je pense qu'il a encore des highlights à son. Mais à tu son l'as vu actif, le combat mais- Ah Le oui, combat oui, contre bah, Waldo, évidemment. c'était chiant. Ah, C'était chiant. Genre, spécial. il y a eu un moment où, pendant 20 secondes, ils se sont envoyés des grosses droites. Bon, après, c'est des poids lourds, ça swingait dans tous les sens. Mais à part ça, waouh, c'était dur à regarder. Frère. Quand tu sais qu'en plus, il y avait la purge d'avant de Silva contre Namayunas, tu enchaînes ça et ça, je te mens pas, ça fait mal. Heureusement qu'il y avait le finish, qu'il y a eu quelques droites qui sont passées. Mais sinon, c'est dur à regarder, frère. Hein. C'est dur, Derrick Lewis, ça y est, c'est bon. Prochain combat. On en reste 2. Il nous en reste 2. Boiscoq, Sean O'Malley qui bat Song Yadong par décision unanime. Ce qui est intéressant avec ce combat, c'est qu'il y avait un parallèle avec le combat d'Oumar et Devson. Parce que Oumar est pressenti pour combattre pour la ceinture. Ouais, c'est Ceinture bantam, d'époque, c'est la... C'est la même- Et en gros, le combat d'Oumar, c'était un combat de challenger. Et là, on est dans la même configuration. C'est un combat qui va déterminer un futur challenger. Bon, ben, Sean O'Malley, moi, je trouve qu'il a mérité sa victoire. Oh, bien Parce sûr. qu'en fait, ça se joue sur le round 1. Le round 2 passe pour le Chinois. C'est logique, il n'y a pas de... Hein Le chinois. Oui, c'est un Chinois, Song Yadong. Ah, mais j'ai cru que tu avais dit le chinois tout court sans dire Song Yadong. Ah non, j'ai dit le round passe au Chinois, Ah, pardon. Song Yadong. Et le troisième round est pour O'Malley, donc... Je crois qu'il avait fait une action raciste. c'est pour Non, ça. jamais. Le premier round passe à... C'est là où il y a un peu de débat. On dit, mais Song Yadong, il a ramené le combat au sol, il a dominé au sol un peu. Bon, il a dominé 30 secondes, il n'a pas fait de dégâts. Mais victoire logique et méritée de O'Malley. Et je trouve qu'on a un O'Malley qui a un peu changé. Tu vois, il a pris moins de risques pour s'assurer la victoire. Parce que lui-même, il le dit, cette victoire, elle m'a fait énormément de bien. Déjà, on le voit. Moi qui, contrairement à vous deux, je me suis mis au MMA pour le podcast, donc j'ai commencé à regarder petit à petit. Sean O'Malley, les combats que j'ai pu voir de lui, c'est une personne très sûre de lui.
Ouais, mais c'est exactement très ça. arrogant, enfin très confiant, je veux dire, parce que pour moi l'arrogance n'est pas un défaut, mais en gros, bah oui, je te le dis ouvertement, hein, moi je préfère un sportif très confiant sur lui, etc., qu'un sportif qui veut faire le faux humble. Voilà. Mais par contre, Sean O'Malley, et là ce combat-là, quand je l'ai regardé, je me suis dit, il est concentré. Ben voilà, mais en fait, c'est ça. Genre, il a dit, d'habitude, la victoire, je sais que je vais gagner. Tu vois, genre, en mode, la victoire, elle est déjà à moi avant même le combat. Mais la double défaite qu'il a subie contre Merab, déjà, ça lui a mis un petit coup quand même à sa hype. Déjà, la perte de ceinture. Tu vois, la perte de ceinture, plus il perd, il se fait finir par Merab. Ouais. Et là, il dit, ouais, vraiment, cette victoire, elle m'a fait un grand bien. Ouais, et puis Sofiane, tu dis un truc aussi sur l'arrogance, entre guillemets, d'O'Malley. Mais en fait, t'as plutôt raison, et même lui, il a assumé pendant la Fight Week. En fait, O'Malley, donc, il est rentré à l'UFC par les Dana White Contender Series, il met un gros KO avec la réaction de Snoop Dogg, là, qui crie, oui. etc. Donc c'est pas mal. Derrière, il enchaîne victoire, il prend une défaite contre Marlon Vera. Ouais. Non, 2 défaites, pardon. Non, la seule défaite. Marlon Vera, ah non, c'était... Non, la seule défaite qu'il a, c'est Marlon Vera par TKO. C'est Marlon Vera par TKO en 2020, ouais. C'est ça. Sur les calf kicks. Sur les calf kicks. J'avais oublié que c'était Vera. Et c'est vrai qu'en fait, même lui, il disait qu'au moment où il était en pleine bourre à l'UFC, on le comparait vite à McGregor, etc. Pour le côté un peu extravagant. En plus, c'était un peu le moment où l'UFC cherchait aussi une nouvelle superstar. En fait, même McGregor était en déchéance après Khabib. C'est pour ça qu'il cherchait une nouvelle superstar, l'UFC. Et tu vois, même lui, en fait, il a assumé pendant la semaine là de Fight Week qu'il était aussi dans cette matrice de je suis le nouveau McGregor, je suis la nouvelle superstar de l'UFC, etc., etc. Donc en fait, ouais, il était arrogant, mais tu vois, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les athlètes, même à très haut niveau, qui arrivent à se remettre en question. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Et je trouve que l'issue du combat, la manière dont il a maîtrisé le truc, etc., bah, je trouve qu'en fait, c'était parfaitement en lien avec cette période-là, tu vois, de remise en question et de retour, entre guillemets. Parce qu'il avait même déclaré que 2026 serait sa dernière année dans le monde du MMA. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Maintenant, c'est plutôt jeune, hein, en plus. 31 ans, c'est pas... Ouais, en fait, il reste 3 ans à tirer. Ouais, il y en a beaucoup, ils veulent partir du MMA pour aller vers la boxe. C'est pécunier. Bah, c'est beaucoup plus payé. C'est bien mieux payé. On prend l'exemple d'Ngannou. Il a signé au PFL. Je l'ai pas vu combattre au PFL. Je crois qu'il a fait un combat, même pas. Oui, contre Renan Ferreira. Il a gagné en plus. Il a molesté. Et juste après, il fait un match à 20 millions face à Tyson Fury. Bien sûr que j'avais continué à boxer. Finalement, tu te dis pourquoi faire du MMA? Il a pas tort. Déjà qu'il a assez prouvé en plus dans le monde du MMA. Donc en vrai, il a pas se casser la tête. Non, c'est dommage. Surtout que en plus, maintenant, O'Malley, on l'a beaucoup critiqué, et je trouve à juste titre, sur le fait que c'est le fils de Dana White. Tu vois, genre, il a des petits privilèges, hop, on le fait passer pour la ceinture. Maintenant, est-ce que avec cette performance qu'il a eue hier, tu vois, parce qu'il n'a pas eu le finish comme Oumar, est-ce qu'il va comment ça s'appelle, est-ce qu'il va avoir une chance pour le titre? Moi, avec ce qu'il a proposé, non. Tu vois, pour moi, s'il a une chance pour le titre, qui passe devant Merab, là, c'est plus le fils de Dana White. Ouais. Là, moi, je pense que pour les 61 kilos, ça va être une revanche directe, je pense. Un Merab contre Yann. Trilogie. Ouais, trilogie. Et probablement, je pense qu'il serait intéressant, c'est un O'Malley-Oumar pour désigner une bonne fois pour toutes qui sera le prochain. Parce que, à part Merab, qui mérite son rematch, c'est les deux plus proches, entre guillemets, du titre. Et ben maintenant, on va sur le dernier combat de cette UFC 324. Le drame. Justin Gaethje qui bat Paddy Pimblett, mon chouchou. Oui, j'avoue, j'aimais beaucoup Paddy Pimblett. Enfin, je l'aime toujours, hein, attention. Poids léger, décision unanime. Quel match? Eh ben écoute, quel match. Enfin, quel combat. Moi, ça m'a rappelé mes vacances chez mes grands-parents à la campagne. Quoi, ça t'a frappé entre les deux alcooliques du village qui se tabassaient au PMU. Bien voir ça, je trouve que c'était pas mal. C'était un peu dans le thème. La comparaison est très très bonne. C'était un peu dans le thème. Non, mais en vrai, un combat qui, selon moi, sauve quand même l'événement, encore une fois. Oui, par contre, là, c'était pas le combat le plus tactique. C'était pas le combat le plus technique. Loin de là. Un combat bankable qui est accessible, qui l'est encore. C'est ce que j'allais te dire. Paradoxalement, c'était pas le plus technique. Mais c'est le meilleur type de combat. Exactement. Pour fidéliser un nouveau type de public, justement. Pour premier main event. Tu mets ça là. Pour Paramount, je pense qu'ils ne pouvaient pas rêver meilleur premier main event. Tu vois, genre, parce que vraiment, ça s'est frappé sur 5 rounds.
Ouais, c'est bien. Après, bon, voilà, l'aspect technique. L'aspect tactique. Ça reste à la trappe, tu l'oublies. Ouais, mais tu vois, l'aspect tactique, pour moi, surtout du côté de Pimblet. Ah oui, plus du côté de Pimblet que du côté de Gagey. Dans l'œil ou pas? Ouais, léger. Mais bon. Léger. Ah, je trouve qu'il n'y a pas la de main, elle est un peu plus ouverte, tu vois. C'est pas les doigts directement. Non, il y a eye poke. Il y a eye poke, mais bon, on est loin de Cyril Gane contre Thomas. Et après, tu vois, c'est ce que je disais à Sofiane tout à l'heure. Là. À l'époque, il y avait eu, c'était en 2022, je crois, ou 2023. Il y avait eu, ou peut-être même après, je sais plus, bref. Il y avait eu le combat entre Yann Gary et Rakhmonov. Donc les deux étaient invaincus à l'époque. Donc il y en a un des deux qui allait perdre son 0. En l'occurrence, c'était Yann Gary. Ouais. Et je me rappelle qu'après ce combat-là, on avait plus souligner la performance de Yann Gary qui avait perdu que la victoire de Rakhmonov. Là, je trouve qu'on est un peu dans le même schéma. On souligne plus la performance et le cœur de Paddy Pimblett que beaucoup pensaient surcoté, plus que la victoire de Justin Gaethje qui a quand même remporté la ceinture. Je suis désolé, mais là, Paddy Pimblett avec ce qu'il montre, c'est un peu fraud check. Hein. Tu penses moi, je pense l'inverse. C'est-à-dire fraud check, c'est que pour atteindre le gratin, avec ce qu'il a proposé. Je suis désolé, mais. Il est encore jeune. Mais le gnome royal, à savoir Ilia Topuria, mais. Tu vois les deux, là, les deux qui sont affrontés ce week-end. Mais il les prend les deux dans la même soirée. Ah, il les fracasse les deux. Déjà, la Gaethje, on va l'envoyer à l'abattoir contre Topuria, je te dis. Frérot, ça va être un chaos d'une brutalité moyenâgeuse. Il n'y a pas d'autre issue. Pour moi, il n'y a pas d'autre issue. Pour moi, c'est pas fraud check parce que, selon moi, Paddy a répondu de par sa performance. Il a fait taire, de par sa performance, de nombreuses critiques. Il a montré beaucoup de cœur. Mais... Il a montré du cœur, il a montré, qu'il pouvait tenir face à un Gaethje. Alors oui, c'est pas le meilleur Gaethje, c'est pas le Gaethje de Ferguson, c'est clair. C'est clair. Mais pour moi, c'est pas fraud check. Il y a, je pense, de l'amélioration au niveau du game plan, au niveau de la tactique. Parce que tu vois, moi, je m'attendais à un Paddy qui allait tenter de les amener au sol, qui allait faire un travail au sol. Il faut savoir que Paddy Pimblett n'est pas un bon lutteur. Hein. Ouais. Il a un très bon jeu au sol, mais pour être au sol, il faut amener au sol. Mais en tout cas, je m'attendais pas à la guerre. Je m'attendais pas à la confrontation d'où, comme ça a été le cas. En fait, c'est parce qu'il a accepté le jeu de Gaethje et tu remarqueras bien sur les 2 premiers rounds où il le colle contre la cage. Ouais. Il arrive même à l'envoyer plusieurs fois au tapis. C'est là où Gaethje a été bon, c'est dans le contrôle de l'espace. Tu vois, genre il a vraiment pressé et ça aurait pu être une stratégie à double tranchant parce que ça l'a vraiment fatigué. Tu vois que 3e round, on a un Pimblett qui revient un peu où Gaethje prend de très gros coups, mais round 4 et 5 Pimblett, il n'a pas ce qu'il faut pour revenir dans le combat, tu vois. Au contraire, il tombe encore plus. Ouais, donc, mais pour moi, le terme fraud check sur ce combat-là. Non, moi, je pense que c'est un peu fait fraud check quand même. Hein. Parce que quand tu vois l'adversité qu'il a eue, il n'a pas réellement été testé. Là, on le met contre Gaethje. En plus, Gaethje, 38 ans. Donc, quelque part, je me dis. Oh les problèmes. Oh les problèmes. Oh putain. Oh les problèmes. Oh là là. Il s'est trompé de podcast. Paris à l'UFC 324 ce soir. Il n'y a pas de souci. Parce que là, je parie à l'UFC 324 et on m'a dit que Romain me défiait, je suis bouillant. Il est où ce Romain? Il est là. Romain. Petite lunette, par contre sans marteau, main nue. Non. Moi c'est taureau, Thor. Thor, taureau, c'est le marteau. Donc je te défie à l'UFC 324 à l'épopée. Allez. Oh, quel 324 qui est passé ce week-end, hein, il faut dire 325. 325, c'est pareil, code à l'NPE 325. Donc Romain, tu es défié. Je t'attends. Tu veux la ceinture, elle reste à l'épopée. Parfait. Quelle catégorie de poids juste? Ce sera un catchweight, je pense. Moins de 84 kilos. Ah ouais, il faudra que tu perdes un peu de poids là. Obrigado. Romain. Romao. En brésilien. Eh ben, annonce en exclusivité au sein du podcast Romain qui aura son combat face à Toro. Voilà. Tu le sais sur qui? Le main event de l'UFC 325, c'est plus Volkanovski Lopez, c'est Romain contre Toro. Mais t'entends Dana, mais c'est à White House. Ah oui, oui. Tu es confiant pour ce combat? Écoute, confiant. Maintenant, à voir si je dois faire une prise de masse ou si je dois faire une sèche parce qu'on a. C'est pas la même KT. On a 7-9 kilos d'écart à peu près. Mais tu vois, en parlant de ça, tu vois, en parlant de poids. Paddy Pimblett, quand tu le vois dans la cage, il est énorme. Regarde contre Gaethje, tu vois, ils font à peu près la même taille. Mais quand tu vois l'espace qu'ils occupent chacun, c'est affolant. Il est pas plus grand, Paddy?
Il faut à peu près la même taille, je crois. 1m78, Paddy Pimblett. Attends, je vais voir combien il fait, Justin. Je crois qu'il fait 1,80. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, donc. Normalement, Justin est plus grand que Paddy Pimblett. Ouais. Et ouais, mais visuellement, il paraît plus. visuellement. Mais après, c'est même pendant les aussi, face-off une question de posture. Ouais. Bah, il lui a dit Tu en vois, plus la dernière c'est une fois. question- Voilà, tu vois, Tu le dans voyais, le face-à-face, c'est Le une question face-à-face, il a fait la posture. de posture. Lui-même, il a dit la posture du dinosaure, je sais pas quoi. Il a dit, ouais, tu ressembles à un point d'interrogation. Ouais, je ressens un point d'interrogation. Et le lendemain, tu le vois, il est comme ça, il est plus grand limite. Écoute, mais peut-être que pas. En fait, c'est perturbant à dire parce que Paddy Pimblett, j'ai l'impression qu'il a été poussé très vite au sommet, mais il a eu quand même beaucoup de combats à l'UFC, donc c'est paradoxal à dire. Et je me permets de faire la. Genre, en gros, tu es en train de dire que malgré le fait qu'il ait eu beaucoup de combats, pour toi, il est pas encore prêt ou n'a pas encore le niveau nécessaire pour être au sommet de l'UFC. Exactement. Et je me permets de faire la différence avec Faresiam, qui lui a vraiment été testé. Que je trouve extrêmement beau selon le Viking, encore une fois, on rappelle. Le chauvinisme. Voilà, le chauvinisme. Algérien. Tout ça, son paroxysme. Voilà. D'ailleurs, Faresiam qui a aidé à préparer Justin Gaethje pour son combat contre Paddy Pimblett, il a énormément même échauffé, en plus. Voilà, il a même échauffé. Donc, Faresiam, faites attention. Ouais, non, je dis c'est vrai faites que- attention que. C'est vrai que tu dis. Le mot de la fin. Non, non, mais écoute, pour conclure de manière générale sur l'événement, c'était pas un événement décevant Non. en tant que tel. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux. Pour un Tu vois. premier événement de l'année, pour un premier En plus, tu événement as eu, avec tu un as eu nouveau trois diffuseur. combats qui ont été annulés, tu vois. Donc, Ouais. Ouais, c'est pas le Je démarrage pense idéal. on se régalera plus devant. Ouais, encore, je suis même pas devant 325, je suis même pas sûr. 325, je te mens pas, il y a 3 combats qui me hype. Ouais, Le main event, le co-main. Volkanovski Lopez. Lopez, pardon. Bien évidemment, le Dan Hooker BSD, parce que ça va. Benoît Frérot, ce combat, il a tellement le potentiel pour que ce soit juste un combat de chien, Un finalement. combat de tu vois, barbare. genre un combat de barbare, tu vois. Et aussi le combat de Raphaël Fiziev contre Mauricio Ruffi, tu vois, qui m'intéresse. Donc, peut-être qu'on va donner des petits pronos, je pense que ce serait pas mal. Tu vois, donc, Alors, il reste 2 minutes. Donc, petit prono pour la carte de combat classique. Les 5 combats, je vous dis les noms. Vous dites vite fait, allez. sans discussion. Poids léger, Kylian Salkild contre Jamie Moularké. Ah, sale kid. Hmm. Sale kid. Poids lourd, taille Tuivasa, Tuivasa. Talisson Teixeira. Talisson Texera, Texera. ouais. Teixeira Ah, je me trompe à chaque fois. Pardon. Tu disais Fais gaffe, on a des Brésiliens derrière. Talisson on va les Texera. envoyer. J'avoue. Et toi Pareil. Poids léger, Raphaël Vissieff contre Mauricio Ruffi. Fiziev. Ruffi. Ruffi. Ouais, je pense. Ok. Fiziev. Conflit, j'aime bien. On verra. Dan Hooker contre BSD. Allez, BSD. je vais prendre le. Même si je vois BSD gagner, allez, je vais dire Dan Hooker. Pas... Vraiment, mais oh c'est là là. l'anti-chauvinisme, toi, c'est pas T'as possible. pas entendu ce que je dis? Je pense vraiment que c'est. Vraiment. La raison, elle dit BSD. Mais tu veux pas qu'il gagne. Mais le cœur dit Dan Hooker. Et le dernier, Volkanovski, que tu as déjà vu face à Diego Lopez. Oui, Volkanovski. Volkanovski. C'est qui que t'as mis main au cul C'est Merab. Merab. Tu raconteras Alors, ça Ah, moi, je dis ouais. même Volkanovski à la décision. à la décision. Oui, ouais, je pense. Volk décision, je pense aussi. Bah, parfait, nickel. Bah, prochain podcast avant l'UFC 325. Tu feras ton anecdote sur le jour où Merab Parce avait que là, tu chili. as juste lancé. Ah, mais c'est pour que vous vous abonnez, en fait. Il y a un contexte, hein, au cas où. Non, mais voilà. Pendant une semaine, il va réfléchir pour le contexte. Non, il y a vraiment un contexte. Je me venge. Bref, en tout cas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez autour de vous, mettez la cloche pour ne pas rater les prochains podcasts, que ça soit MMA, football, cinéma et plein d'autres qui arrivent. C'était le Viking, l'empereur, et on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Salut tout le monde. Ciao l'équipe.